Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors aujourd'hui, c'est parti pour un nouvel épisode. Nous recevons un monsieur. Il s'agit de Michel N. Christophe. Nous allons parler de son roman Le Sursaut. Bonjour Judith. Bonjour monsieur Michel. Nous sommes ravis de vous recevoir sur Parlons de livres. Vraiment ravis. Alors on va parler du sursaut. Mais avant de parler du livre, Michel, je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs. Je suis Michel Nyungu Christophe, un homme qui est né à la Guadeloupe, d'un père camerounais et d'une mère guadeloupéenne. Et je suis de nationalité donc française et aussi américaine. Et je n'ai pas pu obtenir ma nationalité camerounaise. J'ai essayé. En fait, je me considère comme un Africain américain entier. Oui, citoyen du monde. Oui, absolument. Ben oui, c'est super ça. Oui, c'est vrai parce que vous avez vécu 30 ans ici. Non, vous avez vécu aux États-Unis, en Angleterre aussi. Oui, et en France. Et en France, voilà. C'est ça, hein, citoyen du monde. C'est ce qui voit un peu, c'est ce qui donne un peu cette ouverture d'esprit qu'on perçoit dans vos livres. En vous lisant, oui, en vous lisant, on sent effectivement quelqu'un qui a quand même fait le tour d'un peu tout. Et c'est super, c'est super. Alors, Michel, j'ai lu Le Sursaut, j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, c'est pas le premier de vos romans que je lis. J'ai lu l'autre, Chronique d'un noir à la dérive. Oui. Ça c'est C'est peut-être l'un de vos premiers romans. le premier. Oui, c'est ça. Vous en avez écrit combien là? Vous êtes à combien de livres maintenant? 13. 13. 9 en français et 4 en anglais. Alors, Le Sursaut. Vous faites un petit résumé aux auditeurs, leur dire voilà de quoi vous parlez dans Le Sursaut. D'accord. En fait, Le Sursaut, c'est un livre qui a été écrit sur le coup d'une émotion. Et cette émotion, c'était la colère. La colère parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que le travail, c'est la guerre. Souvent, on croit bénéficier de la bienveillance des personnes qui nous entourent, de nos supérieurs, de nos collègues, et parfois on se rend compte qu'en fait, tout n'est que manigance et manipulation et calcul. Et dans ces moments-là, on prend un coup et on est réveillé en fait. On sursaute parce qu'on se rend compte que ce qui semble être n'est pas. Ça produit de la colère. Et dans mon cas, c'était d'entendre une conversation entre ma supérieure hiérarchique et une collègue à propos de personnes noires qui venaient les solliciter. Et elle ne savait pas que j'étais là, parce que j'étais censé être dans une autre salle, mais j'étais venu rapidement faire quelque chose sur mon ordinateur. Donc elles ne m'ont pas vu venir. Et j'ai surpris cette conversation que j'aurais souhaité ne pas m'entendre. Cette conversation était de nature raciste et dénigrait des personnes qui en fait venaient proposer leur aide. Oui, je l'ai noté effectivement. Je comptais le lire, c'est en page 31. Ce sont donc, voilà, Antoine dénonce les propos de Catherine. Oui, ça super. Catherine, voilà, qui vient solliciter Nathalie, une autre collègue, pour lui dire 3 noirs de l'université de Howard sont là pour nous présenter un projet. Veux-tu te joindre à moi? Et la collègue demande que veulent-ils? Elle répond: tu sais bien ce que veulent les négros. De l'argent, bien sûr. Voyons, quoi d'autre? Et là, Antoine est dans le bureau à côté. Effectivement, c'est ce que dit le roman. Nathalie et Catherine ne savaient pas qu'Antoine était dans le bureau à côté. Et puis a tout entendu. Ça le projette dans l'altérité, son altérité. Alors que jusqu'à ce moment-là, il faisait équipe et tout se passait très bien. Et être projeté de façon si violente dans l'altérité, c'est se réveiller à la réalité du monde qui l'entoure. Donc toutes ces illusions se brisent, éclatent. Et il a un choix à faire. Et c'est l'histoire du choix qu'il fait et des conséquences de son choix. De son choix. Le choix qu'il fait, c'est de vivre dans sa vérité à lui et d'accepter complètement et d'imposer sa différence. Et souvent, au travail, on a peur de dire ce qui est vrai pour nous, ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on est.
pour pouvoir être accepté, se conformer aux attentes des autres. Mais parfois, si les autres ne sont pas motivés par la bienveillance, il ne faut pas se laisser guider par cette peur. Et donc, lui, il arrête d'avoir peur. C'est ce qui se produit lorsqu'il arrête d'avoir peur. C'est l'histoire du... C'est ça. Exact. Alors, ce qui se produit, on ne dira pas à la fin. Voilà, il faut que les auditeurs, les lecteurs découvrent la décision de Antoine à la fin du livre. Parce qu'une fois qu'on n'a plus peur, eh ben, on prend des décisions. C'est ça. On prend des risques. Et des risques, oui, c'est ça, justement. Alors, pour parler donc de l'expérience d'Antoine, Antoine vit 2-3 expériences qu'il nous partage dans le livre par rapport au travail. La première expérience, on assiste, ça se passe très mal. Il tombe dans une agence avec grand A. Oui. Où là, on se rend compte que mais vraiment, c'est une autorité qui n'a pas de limite. Et il y a quelque chose que j'ai noté, parce que Antoine passe l'entretien et il est recruté 2 ans après. Oui, il a fallu 2 ans pour que tout soit validé. Ah oui, en fait, c'est parce que le processus d'intégration et de vérification du personnel dans cette agence est très très complexe. Et rigoureux, oui. C'est ce qui prend 2 ans alors. Ce qui prend 2 ans, surtout quand les personnes sont nées à l'étranger. Ah, d'accord. La plus vite, elles sont nées sur le territoire américain. D'accord. Tout vérifier, tous leurs antécédents, leur moralité, tout est vérifié. Ouh, alors le processus dure 2 ans. Oui, il a duré 2 ans. Oui. Waouh. Ah oui. En fait, Antoine avait abandonné. Il n'y croyait plus. C'est ça. C'est ce que j'ai vu dans le livre. Oui. Parce que je me suis posé la question, je dis, mais enfin, il dit qu'il a passé l'entretien et c'est 2 ans après qu'il est convoqué, enfin qu'il a une réponse. Ah, c'est parce que c'est en fait en fonction, c'est parce que le processus d'intégration, comme vous dites, est très très complexe pour être embauché. Bon, on précise quand même aux auditeurs, c'est un poste dans le gouvernement américain. C'est pour ça que c'est si compliqué, si complexe. Dans le renseignement. Dans le renseignement, c'est ça. C'est la raison pour laquelle c'est aussi complexe. Et autre chose aussi, à un moment, Antoine parle, bon, parce qu'il subit, il subit cette agence. Il a les mots durs quand même par rapport à l'agence. Plantation des temps modernes, fosse septique, guêpier, fourmilière, tout ça. Plantation des temps modernes, oui. Les mots sont durs. On sent effectivement cette colère et cette déception. Parce qu'on voit qu'il donne beaucoup quand même. Il y a beaucoup de privations pour être dans le renseignement américain. Oui. Oui. Beaucoup de contrôle. Et puis, finalement, voilà, il est déçu. Il est déçu de la façon dont le personnel est traité. Oui. Tout ça. Et autre chose, à un moment, il parle en page 19 de remboursement des primes à l'embauche. Parce qu'il veut partir. Oui, mais il se dit, il ne peut pas. Alors, c'est quoi cette histoire de remboursement des primes à l'embauche? C'est-à-dire que ça coûte très cher, ce processus de validation. C'est extrêmement cher, un peu plus de 100 000 $. Et les personnes qui ont été choisies, une personne sur 1000, reçoit des primes, reçoit des avantages et bloquée pendant 5 ans. Si cette personne désire s'en aller, elle le peut, mais elle va rembourser tout ce qu'elle a reçu. Wow. Et tout est fait pour qu'elle ne parte pas. Elle pourra partir, mais pour faute grave, bien parce qu'il y a une inadéquation fondamentale entre ses compétences et ce qu'on demande. Ce qui n'est pas le cas pour Antoine. Il était bloqué parce qu'on désirait qu'il reste et il avait tout ce qu'il fallait, mais émotionnellement, psychologiquement, il ne mettait pas à sa place. Parce que c'est quand même un environnement assez dur, un environnement assez privé. Où les gens comme lui ne sont pas représentés de façon équitable. Donc, pas traités comme il s'attendait à traiter. C'est un combat de tous les instants. Oui. C'est vrai que c'est un monde à part, ce monde-là. Parce que maintenant on découvre de plus en plus, bon, les gens,
On va peut-être éviter de vous donner les noms de l'agence en question. Découvrez le livre pour savoir de quelle agence on parle. Mais on en apprend de plus en plus. La culture du mensonge dont parle Antoine dans le livre, on en entend de plus en plus. Oui. Ça sort maintenant. Oui. On découvre quel est le vrai rôle de ces agences maintenant. Hein, par rapport à l'image qu'on se faisait de ces agences-là à l'époque, c'était plus la propagande qu'autre chose. Hein? Absolument. C'est ça. Donc, ce livre s'inscrit dans une lignée, parce que je ne suis pas le seul à avoir écrit sur son expérience. D'autres personnes comme M. Greenlee a écrit un livre en anglais qui s'intitule Spook That Sat by the Door. Et il a fait un film qu'on trouve gratuitement sur YouTube. Donc il relate son expérience, son cheminement, sa façon de faire face à tout ça. Et ensuite, il a retenu de son expérience, il a appliqué dans sa vie privée par la suite. Et sur sa vie à même. Je ne vais pas raconter son livre. Mais ce que je veux dire, c'est que d'autres personnes aussi ont relaté leur expérience. Oui. Moi, j'ai fait ça bien avant de partir, j'ai fait ça 10 ans avant de quitter. Et je l'ai fait exprès, je l'ai distribué à mes managers qui l'ont distribué au plus haut niveau. Et donc ça a choqué. Ben, il n'y avait rien de compromettant dedans, donc ils n'ont rien pu faire contre moi. Mais c'était irragé, parce que de quel droit je dis tout ça, je partage mon ressenti, et je frise le risque. Et sans prendre le risque de dire des choses qui sont interdites. Ça m'a créé un espace de liberté en fait pendant tout ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous dites les choses sans, comme vous dites, sans dévoiler des secrets, des choses comme ça. Non, vous dites en tant qu'employé, voilà, vous donnez votre ressenti par rapport à la façon dont l'employé, la façon, voilà, dont on traite les employés. C'est plus, voilà, vous êtes plus focalisé, voilà, sur cet aspect. Mais de toute façon, ça veut tout dire. Hein. Ça veut vraiment tout dire sur, je ne dirais pas la moralité, mais sur la façon de faire des personnes qui travaillent dans ces agences-là. Ça veut dire. En même temps, il y a des personnes formidables. Hein. Oui, bien sûr. Par la suite, j'en ai rencontré plein. Il fallait crever l'abcès. Et une fois que j'ai crevé l'abcès, j'ai pu me réinventer, inventer des opportunités pour moi-même et pour les autres. Et mon rôle a changé radicalement. Mais la base est ce qu'elle est. Et l'orientation est ce qu'elle est. Et donc, ce que j'ai partagé reste vrai pour la majorité des gens. Ce n'est plus vrai quand on parle de la même façon. Après l'avoir partagé. C'est ça. On retient. Il y a un message qui va au-delà de cet environnement qui touche toutes les personnes qui travaillent. Oui, c'est ça. Parce que la deuxième expérience de Antoine, elle est plutôt positive. Elle a Antoine a donc ce responsable Diane qui incarne ce qu'on attend effectivement des responsables. C'est ça. Un super manager. Un super manager. Ouais. Mais en gros, on retient quand même l'expérience que Antoine partage, c'est la bureaucratie. Hein? Il parle d'un conservatisme sclérosé que l'on retrouve dans tout ce qui est bureaucratie. Alors, vous allez nous expliquer en page 136. Vous écrivez « Les bureaucraties fonctionnent trop souvent comme des cimetières où les idéaux vont pour reposer en paix. » Oui, ça veut dire que à la base, on est là pour ajouter de la valeur. Et souvent, de nouvelles idées, l'élan des personnes qui sont enthousiastes dérangent parce qu'elles remettent en question ce qui a été fait et les personnes qui ont fait le travail précédemment. Et donc, on ne veut pas de nouvelles idées, on veut maintenir le statu quo. Or, de mon point de vue, le statu quo, c'est l'ennemi. Parce qu'avec le statu quo, on n'obtient que les résultats qu'on a toujours obtenus. Pour avoir de meilleurs résultats, d'autres résultats, il faut changer ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on dit. Il
faut transformer la conversation pour la rendre riche et inclure de nouvelles personnes qui ont de nouvelles perspectives dans une plus large conversation. Or, c'est souvent ce qui ne se fait pas. Et vu que ça ne se fait pas, les problèmes persistent. Donc, c'est un endroit qui sert de cimetière, en fait. On vient enterrer tout ce qui a attiré, qui a fait qu'on a vu quelqu'un, qu'on a pensé que c'était un bon choix parce qu'elle est forte. On fait tout pour la vider de sa substance pour qu'elle se conforme à quelque chose de plus loin. C'est ça. Une prise de position très forte. C'est ça. C'est qu'il faut rien dire, il faut exécuter, c'est tout. Au départ, oui, il faut exécuter. C'est-à-dire que celui qui dit doit avoir obtenu le doigt de Dieu. Parce qu'en fait, c'est l'ego qui prime. Donc celui qui écoute ne veut certainement pas être remis en question, ou que ses idées soient remises en question. Donc, celui qui a le droit de dire est celui qui ne dérange pas. Or, on ne peut pas créer de la valeur et de l'innovation et des choses qui fonctionnent si on n'ose pas déranger. Il faut déranger. Il faut disrupter le système pour que le système avance. Et par la suite, dans le livre, mon rôle a été exactement celui-là. Parce que ça commence avec le manager qui a sauvé l'enlisement dans lequel ils sont vrais. Il a donné la liberté de faire ce qu'ils pensaient être juste. Et ceux qui ont suivi, ont aidé à clarifier son nouveau rôle. Et ce nouveau rôle était d'accompagner le changement, la transformation. La mission du résultat des résultats forts. C'est ça. De toute façon, le message est clair parce qu'on voit bien effectivement ce que Antoine reproche à la bureaucratie. Une aversion au risque, l'indécision, l'incapacité, le conservatisme, formalisme, pas d'innovation. Et quoi encore n'inspire pas le leadership, c'est ça. Et il y a des personnages qui vraiment ont apporté cette touche au récit, c'est donc les contractuels. Cette partie, voilà, Brian, Ashley, Laurie, c'est marrant parce que effectivement dans les administrations, on trouve un peu souvent ce genre de personnes comme Laurie, qui ont un certain âge, qui sont accrochés à leur chaise, à leur fauteuil, et puis qui sont intouchables. Quand vous êtes nouveau, vous arrivez, vous dites, mais cette personne, c'est vrai qu'elle a un certain âge, j'ai l'impression qu'elle ne fait rien, mais elle est là, accrochée. C'est marrant parce qu'on se retrouve effectivement, en lisant ça, quand on a fait des administrations, on regarde un petit peu, on dit, oh là là, vraiment le propre des administrations, il y a souvent des cas pareils, qui se disent intouchables et puis qui sont là. Il ne faut pas leur demander quoi que ce soit. Absolument. Et elles sont bien payées. Oui, payées à ne rien faire. Parce que personne n'a le courage de les toucher. Donc il y a beaucoup de lâcheté dans les bureaucraties. C'est ça, dans les bureaucraties. C'est vraiment un problème. C'est un sérieux problème. Et quand vous dites l'esclave moderne souffre d'une conscience exacerbée de la pauvreté, parce que vous dénoncez en fait une certaine inertie de certaines personnes qui travaillent dans des administrations et puis qui se contentent. Quand on voit Antoine, on le prend pour un rebelle, mais en fait non, Antoine veut juste travailler, veut juste faire son travail. Merci madame, madame. Parce qu'en fait, le leader, celui qui aspire à changer les choses et qui finit par fédérer autour de lui, est un rebelle, mais c'est un bon rebelle. Les rebelles qui sont mauvais, donc leur impact est négatif sur les autres. Mais Antoine n'est pas ce qu'on peut considérer comme un rebelle de façon traditionnelle. Si c'est un rebelle positif. C'est un alien positif. Parce qu'en fait, son action contribue à améliorer les choses. C'est ça. Et il finit par rencontrer d'autres personnes comme lui. Il va soutenir. Et ensemble, ces personnes vont changer les choses progressivement. Et je ne peux pas tout dévoiler.
Mais c'est ça, en fait, le rôle de l'employé, c'est d'être la voix qui informe, qui partage sa perspective sur le problème de l'entreprise, qui a le courage de dire ce qui doit être dit, parce qu'il a une vision de la réalité. C'est ça. En fonction de l'endroit où il se situe dans l'entreprise. C'est nécessaire aux décideurs. Il faut que quand le décideur prend des décisions, il doit avoir la perspective de tout le monde à tous les niveaux de son entreprise pour prendre une meilleure décision. Et souvent, les gens n'osent pas partager ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient. Et ils handicapent leur hiérarchie. Ils ne vont pas se croire. Parce que les décisions sont prises qui ne sont pas forcément les meilleures. Et les gens font avec ce qu'ils ont. Ils ont une perspective venant du haut. Ils ne tiennent pas compte de certaines problématiques qui est en dessous. Alors que tout fonctionnaire, tout employé a un devoir, et son devoir, c'est de contribuer à l'évolution de son entreprise. Pour ça, il faut avoir le courage de dire des choses. C'est ça. C'est ça. Donc, on a tort, mais moi, on doit avoir cette motivation. Ça fait de nous la rebelle, souvent. C'est ça. Alors, Antoine, on lui reproche d'avoir un esprit trop critique. Un esprit trop... Oui, c'est ça. Parce que comme vous le dites, c'est bien d'avoir l'esprit critique et que normalement, une entreprise, les leaders en haut sont censés compter sur les employés. La grande responsabilité des employés à tous les niveaux de la hiérarchie. C'est ce que vous dites. Mais quand ils ne veulent pas être écoutés, parce qu'il y en a qui sont très rigides, comme vous dites, conservatisme, sclérosé, formalisme, tout ça, qui ne veulent rien entendre. Ils ne peuvent rien entendre non plus, ils n'entendent que ce qui va dans leur sens. C'est le début de la fin pour eux, c'est le début de la fin pour l'entreprise. C'est ça. Parce que l'entreprise doit tout le temps se remettre en question et parce qu'il y a de la compétition. Donc on doit tout le temps s'assurer qu'on n'est pas la personne qui empêche l'entreprise de progresser. Et ce genre d'attitude fermée correspond à du sabotage. Pour moi, c'est la plus grande trahison, c'est de empêcher aux autres de faire et de penser, d'améliorer les choses et de devenir un obstacle. C'est vrai que c'est ce qu'on reproche à ces emplois dans le gouvernement. Alors déjà la différence, ici on dit beaucoup emploi dans le gouvernement, en France on dit plus dans l'administration. C'est ça? C'est ça. Je n'ai pas travaillé en France. Oui. Je travaille maintenant sur le territoire français, mais à mon compte. Donc, les gens me disent que les façons de faire sont très américaines, mais je n'y peux rien, je ne connais que ça. Oui. Bon, de toute façon, on se rend compte que ça soit dans l'administration en France ou dans le gouvernement, ici en Amérique, on trouve effectivement de ces personnes qui sont accrochées à leur poste. Ils ont cet esprit vraiment fermé, borné, voilà, qui n'innovent pas, ils ne veulent pas d'innovation. Voilà, l'employé arrive avec de bonnes idées, tout ça. Eh bien non, faites ce qu'on vous dit, exécutez, taisez-vous. Et donc on récompense l'obéissance et le conformisme. C'est ça. En fait, ces gens-là, souvent, le problème, c'est que leur ego prend le dessus. Et le sentiment de leur puissance devient plus important que la mission. En général, en France, on dit administration et ici, on dit gouvernement. Parce que les personnes, en France, on dit je suis fonctionnaire, je travaille pour l'administration, mais ici, on dit je travaille pour le gouvernement. Donc vous êtes américain, on le sent parce qu'effectivement, vous parlez de vos emplois dans le gouvernement. Ce qu'on remarque, effectivement, cette bureaucratie que vous dénoncez, dont vous vous plaignez un petit peu dans le livre, c'est ça, en fait, ils ont cette incapacité à responsabiliser les collaborateurs, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire? Absolument. Et aux États-Unis, quand on dit administration, on parle de l'administration d'un président. Alors que le gouvernement, il est indépendant du président. C'est-à-dire qu'il en est la tête, le président, mais il change. Le gouvernement, il demeure. Et quand on parle d'administration, on parle d'administration de Reagan, l'administration de l'administration. C'est pour ça qu'il a dit. Et c'est vrai que la bureaucratie n'est pas de nature à favoriser l'épanouissement. La conformité, c'est donc une conformité de médiocrité et absence de réflexion critique. Et donc absence d'amélioration
réel. Donc, on fait semblant de faire les choses. Et c'est une révolte contre tout ça. Parce que passer 30 ans, 40 ans à faire ce type de travail dans lequel on fait que faire semblant, fait de nous quelqu'un qui, en fin de vie, est creux. Quelqu'un de creux. Et qui se plaint parce que sa vie n'a pas de sens. Mais ce n'est pas le cas dans l'agence où j'étais. Les gens ont une action, une vraie action, mais tout est question de positionnement, d'emplacement. Certains sont considérés comme la pointe de l'épée, la pointe de la flèche, donc ils ont un rôle, un impact beaucoup plus fort que les autres. Et d'autres se laissent vivre. Moi, je ne suis pas de nature du genre à me laisser vivre, et les personnages non plus, ce sont des personnages qui cherchent l'action, qui cherchent l'efficacité, qui cherchent à transformer leur expérience et leur environnement pour favoriser les familles. C'est ça. Tout le monde a besoin, en fait. C'est ça. Effectivement. C'est justement qu'il faut identifier les leviers et ce qu'il faut pour vraiment s'éclater, s'épanouir, avoir une vie qui a du sens et qui vaut la peine. Pas simplement dessus. Voilà, c'est donc ce qui vous a motivé à écrire ce livre. Absolument. Vous faire passer ce message. C'est un cri. C'est un cri, le cri d'un employé qui est confronté à des idéaux qui sont bafoués, à un mensonge institutionnalisé, à une façon de travailler dans laquelle prime la cordialité hypocrite. Et rien n'est ce que ça. Tout est faux semblant. Et en fait, il faut percer à travers ça pour se retrouver soi-même. On va devenir un figurant dans l'histoire de quelqu'un. Un acteur dans son accomplissement. Parce que tout est fait pour nous déposséder de nous-mêmes dans cet environnement-là. Et si on joue le jeu, le système nous utilise et nous recrache et nous projette quand il nous comme des petits sacs. Ouais. En tout cas, c'est un beau message. Quand on le lit, franchement, en plus vous avez fait les deux cas où ça se passe mal et où ça se passe bien. Comme vous dites, on parle de gouvernement, d'administration. C'est pas tous. Il y a toujours des exceptions. Mais franchement, quand vous tombez dans un bureau ou un service ou un département où effectivement vous constatez que il n'y a aucun lien, la hiérarchie ne tient pas compte, voilà, des employés, ou n'encourage même pas l'innovation, n'encourage pas voilà, rien ne se fait au mérite. C'est vrai que ça peut être déprimant. Ça peut être déprimant. Quand ça se passe bien dans l'histoire, c'est parce qu'il y a eu un sursaut, il y a eu un choc, un déclic, quelque chose qui a obligé le personnage de protagoniste à se réveiller, à se rendre compte qu'il participait de sa oppression. Et donc il a décidé de prendre les choses en main, même au risque de perdre son travail. Et quand il a pris le risque de perdre son travail, pensant sincèrement qu'il allait le perdre, parce qu'il osait parler, il osait dire ce qu'il devrait pour lui, il osait se montrer, être vu, être entendu. Et techniquement, ça aurait dû lui valoir d'être licencié. Et au contraire, ça fait de lui un manager, ça fait de lui quelqu'un qu'on voyait comme un leader, quelqu'un qu'on voulait récupérer pour pouvoir régler les problèmes. Et donc, une fois qu'il s'est pris en main, sa vie professionnelle s'est améliorée. Son influence a grandi. Mais il y avait une autre problématique qui s'est imposée à lui vers la fin, que je ne vais pas dévoiler. Il a permis de faire un autre sursaut, prendre conscience d'autre chose, de prendre une décision capitale. C'est ça. C'est ça. D'où le titre, le sursaut, parce que quels que soient tous les problèmes auxquels Antoine est confronté, dans son travail, à un moment, il a ce sursaut. Voilà. En se disant, qu'est-ce que je fais? Je continue là, comme ça, à me laisser complètement déshumaniser, c'est ça, au travail, ou alors je sors de ma zone de confort, parce que c'est ça. C'est ça l'enjeu, en fait. C'est notre santé mentale, notre santé tout court. Et on doit se poser les bonnes questions. Et si jamais, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on n'a pas le contrôle de ce que les autres font. Mais qu'est-ce que moi je fais? Parce que je participe de quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Parce que je travaille pour le travail. Mais est-ce que le travail pour moi? En fait, c'est ça la question qu'Antoine s'est posée. Est-ce que mon travail, pour lequel je travaille tant, travaille pour mon accomplissement personnel?
La réponse, c'est qu'un moment oui, un moment non, et il faut faire des réajustements si ça ne marche pas quand même. Se prendre et assumer sa responsabilité personnelle. C'est ça. C'est un livre qui met devant nos réalités, j'espère. Comment avez-vous reçu ce message et cette histoire? Oui, je l'ai vraiment bien reçu, hein, parce que comme je dis, plus ou moins, on se retrouve, pour les personnes qui ont déjà travaillé dans des administrations, gouvernements, on retrouve un petit peu les mêmes schémas. On retrouve les mêmes schémas. À un moment, c'est dit, ou c'est la liberté, ou c'est la mort cérébrale. Hein? Absolument. C'est ça. On choisit la mort cérébrale, Oui. prendre leur retraite sur place. Et on les voit, on les reconnaît, on sait qui ils sont. Donc, ils ne sont plus là, ils se sont absentés mentalement de devenir là, rien ne va plus. Parce que ce sont des zombies qu'on voit évoluer. Ils ont un impact sur les gens autour d'eux, sur leur famille et sur leurs enfants. Qu'est-ce qu'on dit au monde? Qu'est-ce qu'on dit à nos proches quand on fait ce choix-là? Ce n'est pas important au final. On n'y aime pas plus. On n'aime pas d'être connecté. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, 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 c'est bien ça. Le message est vraiment bien passé. Mesdames et messieurs, le sursaut de Monsieur Michel N. Christophe, vraiment lisez-le, découvrez-le, parce que ça nous rappelle que vous ayez travaillé dans l'administration ou pas, ça donne justement cette vision du monde du travail, où à un moment donné, en tant que salarié, on se dit, est-ce que je m'épanouis dans mon travail? Est-ce que je m'épanouis dans mon travail? Qu'est-ce que je fais là? Parce que c'est lié hein, finalement. Le travail, la vie affective, la vie professionnelle, la vie familiale, c'est lié. Parce que quand tout va mal au travail, eh ben, ça se répercute forcément sur la vie en dehors du travail. Voilà. Donc ce sont ces différents aspects que Michel essaie nous souligne justement dans ce livre. Mais bon, dans le livre, il n'y a pas que cet aspect travail, tout ça, non. Il y a aussi ce côté sa vie en dehors du travail. Il donne notamment cet aperçu sur la vie de couple, je ne sais pas, les relations en dehors du travail. On va assister, on va lire voilà, la relation de Antoine et Leïla. Est-ce qu'elle aboutit, est-ce qu'elle n'aboutit pas? C'est à vous de découvrir. Voilà. En sachant que malgré les différences de culture, malgré peut-être les incompatibilités d'humeur, voilà, les couples se mettent ensemble et puis après, faut voir. Faut voir ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, il y a cet exemple de Antoine et Leïla. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Vont-ils bien ensemble? Est-ce qu'ils auraient dû faire ceci? Est-ce qu'ils auraient dû faire cela? Donc, découvrez. Voilà. C'est un beau récit que Michel nous présente. Et surtout, il y a des descriptions insolites. On retrouve beaucoup d'humour, beaucoup de dérision. Parce que vraiment, Antoine, voilà, il se tourne en dérision, hein, souvent. Hein. Je crois que c'est pour l'aider aussi à cope. Yeah, c'est ça. Avec tout ce qui se passe, donc c'est une façon effectivement de s'accrocher et puis de se donner une contenance. Voilà. Donc l'humour y est, la dérision, l'ironie, de belles descriptions. J'ai aimé, il y a un beau style aussi. Hein, il y a des rimes. Il y a des paragraphes où il y a vraiment des rimes, voilà, un très très beau style. Je n'ai pas tout noté. En page 27, je crois, j'ai retenu la dernière phrase. Face au malin, nous ne sommes plus qu'un. Face au malin, nous ne sommes plus qu'un. Voilà. Donc, ce genre de rythme, j'ai vraiment noté, des tournures stylistiques. Voilà, je l'ai noté comme ça. Et il y en a beaucoup. C'est vraiment agréable. On prend plaisir à vous lire. On prend plaisir à vous lire. C'est très, très, très agréable. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, Michel, vous dites aux auditeurs, où est-ce qu'on se procure vos livres? Alors, je viens de renouveler l'abonnement avec Hachette. Donc, on peut le commander dans n'importe quelle librairie dans le monde. On peut le commander. Sinon, on peut le trouver sur Amazon, on peut le trouver à la FNAC, on peut le trouver partout. En tout cas, s'ils ne l'ont pas, ils peuvent le commander. Voilà. On peut aussi aller sur mon site si on ne sait pas où aller, michelnchristophe.com, et sous la page Livre en français, il y a un lien pour le commander.
D'accord. De toute façon, nous mettrons les liens en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, achetez-le et puis vous découvrirez un petit peu. C'est aussi bien parce que c'est un aperçu de... Moi, j'ai découvert à travers vous aussi comment ça se passe dans le gouvernement. Oui, oui, c'est ça. Je suis aussi candide, aussi honnête que possible, sans dévoiler des choses... je ne suis pas censé dévoiler. Ah, mais non, si vous aviez... Michel, entre nous, si vous aviez dévoilé les choses, vous ne serez même pas là au soleil, hein. Vous serez où, vous savez. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, j'avoue que quand j'ai fait quand j'ai été dans cet environnement, je ne savais pas, parce qu'on ne dit pas à quoi s'attendre. Et on est toujours surpris parce qu'on n'a aucune information. Je n'ai pas trouvé ça normal et je pense que les gens devraient aller en connaissance de cause. J'espère que quelqu'un qui choisit de faire ce type de travail lira le livre pour comprendre où il est éduqué, où elle est éduquée, pour se préparer mentalement, parce que le travail c'est la guerre. On ne peut pas y aller comme si on allait chez sa grand-mère ou son grand-père. On va y aller avec des armes mentales, psychologiques, pour se préparer à une stratégie en fait pour gagner. On n'improvise pas, on doit avoir un plan. Et le plan, c'est pour pouvoir atteindre ses objectifs personnels et faire le meilleur travail possible en même temps et bâtir de bonnes relations au travail qui permettront de satisfaire les besoins des autres et de nos propres. Voilà, là c'est vraiment clair. C'est clair, mesdames et messieurs, le sursaut de Monsieur Michel N. Christophe. Vraiment Michel, un grand merci à vous. Vraiment merci. Merci à vous. On se dit à très bientôt. Très bientôt. Au revoir, merci encore. Je vous en prie. Alors, mesdames et messieurs, nous venons donc d'avoir ce partage avec monsieur Michel N. Christophe par rapport à son livre Le Sursaut. Le sursaut, pourquoi? Parce que pour lui, après toutes les expériences qu'il a vécues par rapport à son travail, par rapport à comment inspirer le leadership, comment ne pas céder à la peur du changement ou de la transformation, voilà, et pas de créativité dans la bureaucratie, environnement hostile, toxique. C'est en fait liberté contre stagnation. Voilà. Et puis il faut savoir sortir de sa zone de confort. C'est ça en gros, c'est ce qu'il explique dans le livre, très très intéressant. Voilà mesdames et messieurs, vous aimez Parlons de livres, n'oubliez pas, abonnez-vous, subscribe, mettez le pouce, partagez et commentez. Je vous remercie, on se dit à très bientôt.